Oui, Laurent Esnault, qui est journaliste, c'est parce qu'il a écrit un livre, il a écrit un roman qui s'appelle Parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont là, qui a été publié aux éditions Sixième. Alors, Laurent Esnault, votre livre est facile à lire, il est agréable, mais alors, on a très vite envie de se poser une question. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une fiction, donc? Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est une enquête journalistique? Ou est-ce que c'est un témoignage? Ou est-ce que c'est l'ensemble? Alors, c'est un peu tout à la fois, hein. Je vous montre le livre pour que vous le voyez. Ouais. Donc, j'ai fait un roman. C'est avant tout un roman, mais inspiré de faits réels, enfin de choses réelles qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à des personnes que j'ai interviewées. L'histoire de départ, c'est que au moment de la naissance de notre deuxième enfant, ma femme a failli partir, en fait, hein. L'accouchement s'est très mal terminé parce qu'il y a eu une hémorragie de la délivrance. Et avec ma femme, on a dû se dire au revoir, en fait. C'est un moment terrible. Euh, et, euh, et à partir de cet instant, j'ai réalisé à quel point la vie peut être fragile. Et du coup, j'ai voulu, en fait, je me suis reposé des questions que j'avais oublié de me poser depuis longtemps sur le sens de notre vie, sur pourquoi on est là, ici, sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce qui peut se passer après la vie, après la mort. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas du tout? Et il se trouve que bah, c'est une thématique qui m'a longtemps intéressé, hein, avant que le quotidien ne vous entraîne dans son tourbillon et qu'on oublie de se poser ces questions essentielles. Et donc je me suis réintéressé à ces questions en me demandant, mais bon, qu'est-ce qui peut se passer après la vie? Et comme je suis journaliste, mais j'ai enquêté, je suis allé voir des médiums, j'ai rencontré des gens qui disent avoir des contacts avec des personnes qui sont décédées. Et j'ai vraiment fait une vraie enquête, quoi. Et à partir de cette matière, j'ai écrit ce roman. Donc, en fait, c'est un roman. Donc, il est accessible à tout le monde, à ceux qui y croient ou à ceux qui n'y croient pas du tout. Moi, je suis un esprit très cartésien au départ, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, je suis très cartésien. Voilà, ce monde qu'on appelle un peu ésotérique, même si j'aime pas ce terme-là, je le voyais de loin. Et en faisant cette enquête, en fait, ben, j'ai rencontré des gens assez étonnants qui sont très sains d'esprit, hein, comme vous et moi, et qui racontent des choses assez incroyables. Et ça m'a inspiré pour ce roman. Donc, à l'arrivée, c'est un roman, mais inspiré de faits réels. Et c'est l'itinéraire de ce papa qui, ben, sûrement comme vous et moi, au départ, est très sceptique par rapport à ce genre de phénomène, à ce qu'on appelle le monde de l'invisible, et qui va essayer de comprendre s'il peut y avoir une part de vérité ou non dans tout ce qui se dit par rapport à ce qui pourrait être l'au-delà, la vie après la vie. Et alors, vous n'avez pas osé affirmer vous-même les choses, vous les faites affirmer par votre personnage. C'est-à-dire, par exemple, votre personnage, il a rencontré des fantômes. Vous, est-ce que vous avez rencontré des fantômes? Alors voilà, c'est pour ça que je l'ai fait sous la forme d'un roman. C'est parce que moi-même, je n'ai pas rencontré de fantômes, comme vous dites. On m'a souvent dit que c'était parce que j'avais un esprit justement trop cartésien et que j'étais pas assez ouvert à ce genre de choses. Mais j'ai vraiment rencontré des gens comme je vous disais, hein, qui sont a priori sains d'esprit et qui vivent des choses assez extraordinaires par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire sous forme de roman aussi, c'est parce que je voulais embarquer le lecteur dans cette histoire et être à la limite du fantastique. Vous voyez, il y a plein de films fantastiques sur ce genre d'histoire, comme le film Sixième Sens, hein, qui m'a beaucoup inspiré, ou les romans de Marc Lévy ou de Guillaume Musso, vous voyez, traitent beaucoup de ce genre de thématiques aussi, surtout à leur début, surtout pour leur premier roman, ils ont abordé ce genre de thématiques. Et donc, moi, j'ai été intéressé par l'écriture romanesque. Comme j'ai une formation de scénariste et que je travaille aussi sur
des projets de scénario, c'était plutôt l'angle du roman qui m'intéressait pour pouvoir embarquer plus le lecteur pour qu'il y ait vraiment une adhésion du lecteur par rapport au personnage au-delà de la thématique de l'au-delà. Et au-delà de cet au-delà, justement, au-delà de la thématique de la vie après la vie, ce roman raconte vraiment l'histoire d'un papa qui se retrouve seul avec ses deux enfants et qui est perdu, en fait, qui ne sait pas comment gérer ça au quotidien. Et donc, il y a une vraie histoire derrière que j'ai voulu raconter. Il ne sait pas comment gérer, surtout parce qu'il a un fils qui a des super pouvoirs. Voilà, il a un fils qui voit des fantômes, justement. Donc, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est parce on a notre deuxième fils, justement, qui pendant longtemps a eu des grosses terreurs nocturnes et voyait des choses, enfin, avait des sortes de visions. Et donc, je me suis toujours demandé à ce moment-là, je me suis demandé depuis ce moment-là, qu'est-ce que ça pouvait être que ces visions? Est-ce que c'est des rêves? Est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce que c'est des amis imaginaires? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Et c'est pour ça que j'ai voulu enquêter pour voir. Mais voilà, je n'ai pas de certitude moi-même. Personne n'en a parce que si on avait des certitudes sur ce qui se passait après, ben, je pense qu'on vivrait autrement et qu'on aurait une autre vision de la vie. Donc, j'ouvre des portes, j'enquête, je regarde ce qui pourrait se passer justement derrière cette porte de la mort. Si on ouvre cette porte-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Je pose des questions. En fait, c'est un film. Je l'ai écrit un peu comme un film, donc c'est pour ça que j'en parle souvent comme un film. C'est un livre qui pose beaucoup de questions, qui essaye d'apporter des réponses, mais après, c'est au lecteur de se faire sa propre opinion. Mais si vraiment on avait des certitudes, comme je vous disais, par rapport à ce qui se passe après, ben, voilà, on se poserait peut-être moins de questions, justement, et on verrait la vie et la mort autrement. Oui, vous êtes un peu écartelé entre Amélie Nothomb et Stéphane Alix, quoi. Oui, c'est un peu ça, justement. Ce sont le parrain et la marraine du livre. Vous voyez sur la couverture, donc vous avez Amélie Nothomb qui a beaucoup aimé le livre, qui a écrit Lisez ce livre et vous verrez comme nous sommes vivants. Elle a bien voulu qu'on appose cette sorte de dédicace, en fait, sur la couverture. On appelle ça une phrase d'accroche. Et vous avez aussi Stéphane Alix qui a beaucoup aimé le manuscrit aussi avant sa parution et qui nous a écrit un roman d'une grande sensibilité qui éclaire avec intelligence le cheminement d'une famille confrontée à l'extraordinaire. Donc, effectivement, moi, j'aime beaucoup le style d'écriture d'Amélie Nothomb, même si je n'écris pas comme elle, voilà, j'ai mon style, heureusement, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Donc, je suis vraiment très heureux et très fier qu'elle ait beaucoup aimé le livre. Et Stéphane Alix, j'admire beaucoup le travail qu'il fait parce qu'il a une approche un peu similaire. C'est un journaliste et il enquête sur ce qu'on appelle ces phénomènes extraordinaires. Et donc, il essaye, en enquêtant sur l'au-delà, il essaye d'avoir toujours une approche la plus rigoureuse, la plus scientifique, la plus journalistique possible. Donc c'est une approche que je trouve très intéressante, justement. Et c'est pour ça que, effectivement, je me trouve un petit peu entre les deux. J'ai, j'ai fait une Et alors vous fiction comme posez le Amélie problème, Nothomb en traitant les thèmes de Stéphane Alix. Voilà. et alors vous posez la question entre synchronicité et coïncidence. Comment, là encore, est-ce que vous êtes écartelé entre les deux? Est-ce que vous pensez que synchronicité est le terme exact ou est-ce que c'est simplement, ce sont simplement des coïncidences que l'on note synchronicité? Alors ça, pareil, c'est une grande question qu'on continue de se poser. Donc on cherche des réponses. Moi comme beaucoup d'autres. Et effectivement, même pendant l'écriture de ce livre, il y a eu beaucoup de signes très étonnants, de choses très bizarres, que moi j'ai du mal à appeler synchronicité, j'ai du mal à franchir le cap parce que je reste avec mon esprit cartésien et je me dis, bah, on peut toujours trouver des coïncidences partout, trouver des signes partout.
Donc, je fais très attention par rapport à ça, mais effectivement, j'ai beaucoup de gens, même de lecteurs, qui m'ont envoyé des messages très, très sympathiques en me disant que pour eux, ce qu'ils vivaient même par rapport au livre était plutôt des synchronicités que des coïncidences. Là, j'ai fait une interview avec Nathalie Balassé, qui a sa chaîne YouTube que vous connaissez. Elle disait que pendant la lecture du livre, elle avait sa lumière qui s'éteignait à des moments clés de la lecture du livre. Et donc, c'est arrivé le premier soir, elle s'est dit, bon, c'est une coïncidence, son mari aussi. Le deuxième soir, elle a commencé à se dire, oh, c'est bizarre. Et le troisième soir, même son mari, qui croit pas du tout à ce genre de choses et qui est très cartésien, commençait à se poser des questions en se demandant justement si c'était juste une coïncidence ou si c'était effectivement de la synchronicité. Donc, on n'a pas de réponse scientifique en fait, hein. On est obligé d'y croire ou pas. J'aime pas trop ce terme non plus, y croire ou pas, parce que c'est quand on essaye d'avoir une démarche journalistique, on essaye justement de ne pas croire, de voir pour y croire. Donc, c'est des questions que je continue à me poser justement, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de signes comme cela. Là, eh ben, j'ai une lectrice qui m'a envoyé un message très gentil en me disant, oh là là, j'ai adoré votre livre et c'est assez incroyable parce que ben le lieu où ça se passe, ben enfin il y a un des lieux dont je parle dans le roman. Et elle y va quasiment tous les jours pour se promener, un lieu important du roman. Elle a la même date de naissance, enfin le même jour de naissance, pas l'année, mais le jour de naissance que le personnage principal du roman. Elle a trouvé toute une série de coïncidences comme ça, que elle appelle plus que des coïncidences et se dit, ah, c'est pas possible. S'il y a autant de coïncidences, c'est des signes, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, voilà, moi, je ne sais pas, hein. J'aimerais bien avoir les réponses et on aimerait tous avoir des réponses vraiment, vraiment des réponses affirmées, quoi, et d'avoir des certitudes par rapport à ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde sur cette terre qui ait vraiment des certitudes, ou alors c'est dangereux. Il faut se méfier des certitudes justement, parce que si on y croit vraiment sans avoir de preuves. De preuves fondamentales, enfin de preuves scientifiques, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Il y a une limite à ne pas franchir, que j'ai essayé de ne pas franchir dans le roman, voilà. Tout en faisant, je me suis permis des libertés dans le roman, justement, parce que c'est un roman, voilà. Donc, moi-même, personnellement, je n'ai aucune certitude par rapport à tout ça, mais j'ai beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à après l'enquête que j'ai faite sur tout cet univers, ça m'a vraiment profondément déstabilisé. Et aujourd'hui encore, voilà, je me demande ce qui nous attend après. Et vous continuez d'enquêter toujours ou vous avez arrêté? Alors, je continue parce en parlant du livre, du coup, je reste dans cet univers-là et j'ai beaucoup de lecteurs qui me font des retours en me disant, ah ben oui, moi, je suis vraiment persuadé d'être en contact avec ma grand-mère qui est décédée ou ma tante, mon oncle. Vous voyez, j'ai pas mal de gens qui m'ont envoyé des témoignages dans ce sens-là. Euh, et c'est un sujet qui m'intéresse, donc je continue à me documenter, à me renseigner, à enquêter justement. Mais après, voilà, j'ai un boulot de journaliste aussi et il faut aussi que je travaille et que je me consacre à mon boulot de journaliste. Donc j'ai moins le temps d'écrire en ce moment et de continuer à approfondir comme je l'ai fait pendant l'écriture du roman. Et votre fils va mieux? Il a moins de cauchemars? Oui, oui. Oui, Dieu merci. Enfin, j'aime pas beaucoup cette expression, c'est une habitude, disons. Mais heureusement, parce que Dieu, je ne crois, je me définirais comme agnostique, hein. Je dirais pas qu'il y a un Dieu, justement. Je me demande s'il y a quelque chose, mais un Dieu, je pense pas. Donc, heureusement, oui, oui, notre fils va mieux.
il a plus ce genre de vision là. Mais la question demeure, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était des rêves de sa part, des sortes d'hallucinations d'enfants? Je ne sais pas. Donc, mais oui, oui, il est chouette, il grandit et il est vraiment super. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut conseiller vraiment à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de lire votre livre parce qu'ils sont là. C'est vrai qu'on a l'impression que vous avez envie de poser les Je, questions. je le montre parce que Oui, comme on va vous le avez mettre, votre, on va le comme mettre, c'est tout on va le flouté mettre. derrière vous, on le voit pas quand vous le montrez. Non, non, mais on va le mettre en vidéo, vous inquiétez pas, on va mettre la première de couve, il n'y a pas de problème. Et on a l'impression D'accord. que vous n'avez pas envie d'entendre les réponses, quoi, que vous vous arrêtez juste un petit peu avant que la réponse n'arrive, quoi. C'est le réflexe journalistique, sûrement, de sentir les choses, mais quand on n'a pas vraiment la preuve complète, et si on avait la preuve complète, est-ce que tout le monde y croirait? Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué, en tout cas. Vous, vous avez l'impression que, oui, que je finis sur une fin ouverte, disons que, alors sans dévoiler la fin, Ah non, il faut pas. mais voilà, effectivement, je suis comme tout le monde, en fait, et je continue à me poser plein de questions, même après l'écriture de ce livre, encore plus après l'écriture de ce livre. Et le but, justement, c'est que quand les gens se plongent dans ce roman, ils se reposent, comme le narrateur, comme moi, en fait, toutes les questions qu'on oublie trop souvent de se poser et que le lecteur mesure aussi la chance qu'on a d'être en vie, ce miracle qu'est la vie, en fait. C'est une formule qui est tellement éculée, on l'utilise un peu trop souvent, mais c'est tellement vrai que qu'on dit que notre deuxième vie commence on en prend conscience qu'on n'en a qu'une, en fait. Et c'est vrai que quand on pense que, ben, en tout cas sur cette terre, on n'a peut-être qu'une vie, après, on ne sait pas. Eh ben, il faut en profiter de cette vie. Enfin, vraiment, faut essayer de la vivre le plus pleinement possible. Et c'est aussi un des messages importants de ce livre. C'est que je voulais, en fait, en écrivant ce livre, parler de la vie, autant que de la mort. Je voulais parler de la vie en parlant de la mort. C'était pour moi un moyen de parler de ce miracle de la vie, en écrivant ce livre. Donc Sauf voilà, que c'est quand aussi on... une sorte de feel-good book, comme on dit. C'est vrai, sauf que plus on apprécie la vie, moins on a envie de mourir. Oui, oui, c'est vrai, mais de toute façon, toute vie, par définition, a quand même une fin, donc on y arrivera un jour. Alors que si Mais justement tant il y a mieux des de ne pas avoir perspectives, envie de mourir. Oui. si les religions, si les croyances donnent des perspectives aux personnes, c'est peut-être aussi pour justement leur faire toucher du doigt que la vie est riche et peut-être se Oui, poursuit après. Je ne sais pas. oui, c'est vrai. Il y a un équilibre à trouver parce que j'ai rencontré des gens qui sont persuadés qu'il y a quelque chose après, qu'il y a un au-delà. Et ils sont dans une joie de vivre qui est fantastique, quoi. C'est assez fou, d'ailleurs, ce paradoxe, parce que, en fait, finalement, du coup, à l'arrivée, ils se posent moins de questions par rapport à l'au-delà, parce que pour eux, ils sont sûrs qu'il y a quelque chose, et ils sont moins stressés, ils sont moins anxieux au quotidien, et finalement, ils arrivent encore mieux à profiter de la vie en se disant que, ben, comme il y a un après, ben, voilà, ils sont plus sereins, en fait. Et c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de mieux profiter de la vie en se disant qu'il y a quelque chose après. C'est vrai, parce que si on se dit qu'il y a vraiment rien, il faut avouer que c'est extrêmement angoissant. C'est vertigineux, quoi. Donc, moi, j'espère qu'il y a autre chose après. Franchement, ça donne de l'espoir et c'est vrai, ça aide à profiter encore mieux de la vie, de se dire ça. C'est vrai. Et comment considérer que quand on donne la vie, on condamne à mort au même milliardième de seconde, c'est un peu antinomique. Ça pose question. Ah, c'est un paradoxe extraordinaire, ça. Enfin, quand on y pense, c'est vrai que c'est fou, hein. Quand on donne la vie, effectivement, bah, à un moment, la personne qu'on fait naître va mourir elle aussi un jour. Donc, la vie et la mort sont intrinsèquement liées.
Je trouve ça assez fou, quoi, assez fabuleux. Et on devrait avoir ça en tête un peu plus, justement, du rapport entre la vie et la mort. Vous voyez, pendant le Corona, par exemple, pendant toute la période du Corona, on nous a beaucoup parlé des morts chaque jour, avec des colonnes de chiffres qui s'affichaient, le nombre de morts tant de jours par rapport au Corona. Mais ça restait extrêmement abstrait, en fait. On parlait pas de la mort, on parlait juste des chiffres de la mort. Mais tout ça restait complètement abstrait. Et à contrario, on prenait pas soin des gens qui avaient des morts autour d'eux, parce que moi, j'ai plein d'amis et des lecteurs aussi qui m'en ont parlé, qui ont perdu des proches pendant la période du corona, des gens qui sont morts du corona, ou même pas du corona forcément, mais du coup qui sont morts à ce moment-là, et ces proches n'ont pas pu les enterrer, ils n'ont pas pu les accompagner jusqu'à la tombe, et ils ont été extrêmement traumatisés en fait. C'était terrible pour eux parce qu'ils me disent, mais en fait, la mort continue à être un tabou complet. Donc on dit oui, il est mort, voilà, on le met dans une colonne de chiffres, et puis après, ben, on laisse pas ses proches faire leur deuil en fait. Et donc c'est comme si on mettait le vrai sens de la mort, enfin les vraies interrogations sur la signification de la mort, c'est comme si on les mettait sous le tapis. Et ça peut avoir des conséquences catastrophiques parce que, enfin voilà, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui ont été très traumatisés par le fait de ne pas avoir pu faire leur deuil pendant la période du corona, hein. Mais c'est parce que c'est peut-être aussi parce que la mort est matérialisée maintenant et plus spiritualisée. Oui, c'est vrai. C'est un grand débat philosophique. Alors, on va pas ouvrir C'est aujourd'hui. vrai, on On a aura perdu l'occasion de réinviter. l'aspect philosophique. Ouais. Peut-être un prochain roman. Un On vous- prochain roman? Oui, eh ben, j'aimerais avoir le temps d'en écrire un autre, donc j'y travaille, j'ai des idées. Après, il me manque juste le temps. Voilà. En Donc, attendant, on peut on lire. En verra attendant, s'il y on a une peut lire suite. parce qu'ils sont là, aux éditions sixième de Laurent Esnault. Ben, merci beaucoup, Laurent Esnault, et à bientôt, sûrement. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci.